Sorry. So, Voilà. Thank you so much, Kate. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être ici ce soir. I'm Susan Kennerknecht. Je suis présidente du conseil d'administration de SLA Québec. Ça fait quelques mois depuis qu'on était ensemble pour une autre lumière sur la recherche SLA. And I'm really happy to have with me a number of members of the board of directors, les employés de SLA Québec et principally our friends and families de toute notre communauté SLA. Alors, merci beaucoup d'être là. Nous sommes très nombreux. Je vais céder la parole tout de suite à Richard pour présenter nos chercheurs et un grand remerciement à tous les chercheurs pour votre temps et votre dévouement pour parler avec la communauté ce soir. Merci. Over to you, Richard. Merci, Susan. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette autre séance d'information, nos séances questions-réponses. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir et de faire le point sur les connaissances et puis répondre de meilleur de notre connaissance à vos questions. Sans plus tarder, je vous présente les membres du panel qui, encore une fois, je remercie énormément de prendre le temps de venir s'asseoir avec nous en début de soirée et de partager leur enthousiasme et leur connaissance pour que on ait tous une vision plus juste et plus cohérente de ce qu'est la SLA et comment on peut l'aborder. Alors, j'y vais selon l'ordre sur mon écran. Donc, je vois Dr. Chantal Sefton, qui est donc professeur à l'Université Laval, ses laboratoires de recherche sont au Centre de recherche cerveau à Québec. Alors, un gros merci, Chantal. Sorry, Chantal. Sorry. I have a bit of a cough, so sorry about that. Dr. Christine Van de Velde, qui collègue, amie, en fait, ce sont tous des collègues amis qui participent ce soir, qui est professeur à l'Université de Montréal et ses laboratoires de recherche sont au centre de recherche du CHUM à Montréal. Je vois Dr. Oliver Blanchard, qui est neurologue à la clinique du MNI, donc spécialisé en SLA, maladie neuromusculaire, donc un clinicien, un super clinicien SLA. Donc, un gros merci, Oliver, pour être ici ce soir. Et Dr. Matt, Geneviève Matt, qui est neurologue au CHUM et qui est directrice de la clinique SLA au CHUM, qui se joint encore ce soir avec nous. Donc, merci beaucoup, Geneviève, et bienvenue. Un petit changement à l'horaire. Dr. Vincent Piché-Martel a eu un imprévu de dernière minute. Malheureusement, il ne sera pas avec nous ce soir. Donc, comme Kate vous l'a mentionné, durant la séance, bien sûr, il y a déjà plein de questions sur le chat. C'est génial. On pourra déjà commencer à alimenter la discussion. Mais avant de passer à vos questions, comme peut-être plusieurs d'entre vous êtes habitués si vous venez à nos rencontres, on veut vous présenter, discuter de deux aspects avant de passer à la séance questions-réponses proprement dite. Un premier élément qu'on aimerait discuter avec vous, et qui a fait les manchettes récemment, il y a quelques semaines, les travaux récents d'un laboratoire à London, les laboratoires du Dr. Michael Strong. Donc, on aimerait faire le point là-dessus et vous donner un peu les perspectives par rapport à ce que la recherche sur la SLA peut apporter. Et ensuite, Dr. Matt aimerait aussi prendre quelques minutes pour voir avec vous, discuter avec vous les différents aspects par rapport aux études cliniques sur la SLA. Donc, à la suite de ça, on ne prendra pas beaucoup plus qu'une demi-heure pour couvrir ces deux aspects-là, en fait, maximum. Ce qu'on vous propose, c'est qu'après le petit segment, on va commencer par revoir l'étude du Dr. Strong. Si vous avez des questions, on pourra répondre directement à ça. On passerait ensuite au topo du Dr. Matt.
Si vous avez des questions, on peut répondre à ça. Et après ça, on commencera la séance questions-réponses proprement dite. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole au Dr. Van de Velde. S'il y a des commentaires en anglais, je vais essayer de faire le traducteur amateur et essayer de vous résumer les commentaires en anglais par la suite pour que tout le monde puisse en bénéficier. So, Christine, the floor is yours. Thank you so much Oui, again. merci. Bonsoir à tous et tous. Je vais essayer de faire la présentation en français, mais c'est vrai que mon anglais, c'est plus mieux que mon français. Mais je suis très heureuse de parler avec vous sur la nouvelle étude qui vient de la labo de Dr. Michael Strong à Western University, qui était vraiment présente dans le news, dans tous les sources médias. So this paper was, the title of the paper here, Mitigation of TDP43 Toxic Phenotype by an RGNEF Fragment in ALS Models. This was published in a very reputable journal in our field, Brain. I think that's important to note. And this is a very important journal in our field. So I'll review at a very high level what the results showed. And I tried to approach it from a sort of like a pros and cons sort of angle to help explain the outcome of this paper. So the model that is published in this paper is here, which is that there's a protein fragment is preventing the association between TDP43 and other proteins that would cause a toxic effect. So c'est une partie d'une protéine qui était nommée NF242 qui inhibit l'association entre TDP43 et des autres protéines qui peuvent causer une toxicité dans les neurones moteurs. Ici, dans l'image, en mauve, c'est la TDP43 qui est soluble, so it's soluble, it's free-flowing in the neuron. And normally, it's supposed to bind ARN. Il doit faire les liens avec les ARN pour faire son fonction dans les neurones. Mais dans le contexte de la maladie, il y a une agrégation inappropriée pour TDP43 avec des autres protéines. Et ça donne une toxicité qui était nommée gain of function. So it's a new toxicity that's added. Dans cette étude, le labo de Dr. Michael Strong a démontré qu'il y a une protéine NF242 qui peut associer avec TDP43 et qui était essentiellement bloquer l'interaction de TDP43 et des autres protéines. Ça, c'est le modèle qui a été proposé par son étude. This is what is proposed. The key data that got a lot of attention in the news is this figure here. This is a very in-depth paper, but this is the key, which is looking at the survival of a particular mouse strain. So this mouse model is expressing a form of TDP43 that prevents it from going to do what it's supposed to do in its normal location in the cell. So this is a model in which you can induce this it's called a transgene. It can be induced. And so in this model, when they induced the transgene and they treated the mice with a virus that was expressing this fragment, mice actually, they look like they lived longer. So ça, c'est un modèle de study qui a exprimé le TDP43 qui a été modifié dont le TDP43 n'était pas possible de faire l'entrée en le noyau. Ça, c'est le command center de le neurone. Il ne peut pas faire toutes les fonctions normales. C'est pas une mutation qui existe dans des patients, c'est une mutation expérimentale qui était seulement pour faire une réplication, on peut dire, de la pathologie de TDP43 qui était observée dans les tissus de les patients. Dans ce modèle, Dr. Strong a fait une injection d'un virus qui était encodé, qui exprimait le NF242. Mais l'injection pour cette thérapeutique, c'est une thérapeutique expérimentale dans cette ligne de suivi, c'est fait une semaine avant l'expression de le TDP43 modifié. Donc, et à la fin,
l'image donne l'impression que le souris a survécu plus long que les trolls. Mais essentiellement, the slope of the line, la ligne, c'est complètement la même, c'est juste un shift. I'm losing my words en français. So there's a shift. So in the blue are the treated mice with this fragment, and in red are the controls. GFP is just a control that we use in the lab. So we see that there's been a shift, but it's a shift of when the disease actually starts, but the duration of the disease, to calculate from the top of this line to the bottom of this blue line, is the same if you calculate from the top of this red line to the bottom of this red line. So Okay, may I intervene, Christine? So I would just put that in French. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la façon pour nous de mesurer la survie des animaux dans une étude. Et comme Dr. Van der Velde vient d'expliquer, ce qui est vraiment révélateur, c'est le rythme, la vitesse à laquelle ça change. Donc, ce qu'on voit, c'est que on voit que sur le tracé rouge, qui est le contrôle, donc les animaux qui ont la mutation sans le traitement, on voit une progression, donc du début à la fin, qui est quand même très rapide. Et quand on regarde la ligne bleue avec traitement, on a la même progression. Donc, essentiellement, les animaux meurent aussi rapidement avec le traitement ou sans le traitement. Donc, ce n'est pas une question de survie proprement dit, mais ce qu'on voit, le début de la ligne bleue, il y a un décalage pour l'apparition des symptômes. Donc, c'est vraiment très différent pardon, de voir une survie par rapport au décalement de l'apparition des symptômes. Donc, c'est très différent. Donc, c'est ce que ce graphique-là illustre, ce que le Dr. Van der Velde expliquait en anglais. Merci, Richard. C'est plus mieux que mon français. Bon, so I wanted to kind of put this together of weighing the evidence. I know that this study got a lot of press nationally and internationally as a potential new therapeutic. And it's a potential new therapeutic approach. It's not yet a therapeutic. This will take several years yet to optimize before it would get move forward in the clinic. C'est une approche potentielle pour une thérapeutique éventuellement, mais il prend quelques années pour faire des optimisations de la protéine qui est exprimée et pour faire toutes les étapes pour d'avoir les données précliniques qui étaient très solides et qui facilitaient une progression vers un essai clinique phase 1. It's going to take time. So I do want to highlight that it is exciting work in that context, as that is a very different way. It's a different approach, but there are several cons to this study that are important to be balanced. So as explained in the previous slide, is that the appearance of the symptoms was delayed, but not the survival. And so that's important. Also, the paper, while there's lots of data in the paper, none of the data actually supports the proposed model or mechanism of action. So, comme Richard a déjà mentionné, l'apparence les symptômes qui étaient, il y a un délai pour les symptômes, mais le survie de la souris, c'est presque la même entre les deux groupes. Pour moi, comme un scientifique fondamental aussi, comme mes collègues ici, il y a un manque d'évidence, il n'y a pas de données qui démontraient clairement les modèles, le mécanisme d'action qui était proposé. Ça veut dire le mécanisme d'action qui était proposé, c'est que le NF2K2 inhibe l'association de TDP43 avec des autres protéines. Et il n'y a pas d'évidence dans cet article qui a démontré ça. Et ça, c'est un point important parce que pour faire l'avancement vers un essai clinique, c'est important de démontrer le mécanisme d'action. Ça, c'est vraiment un, un, point important pour le développement d'un thérapeutique.
And as I mentioned, there's going to be more optimization that will be needed. Il y a beaucoup d'optimisation qui était toujours besoin. Requis. I don't know what's the right one to say. Richard? No, I think it was pretty good, Christine. Donc, l'idée ici, je pense, c'est de partager l'enthousiasme derrière ça, parce qu'effectivement, c'est une approche novatrice. Donc, de contrôler la protéine qu'on appelle TDP43, qui est une protéine charnière qui a plein de rôles dans les neurones, qui est vraiment très importante, qui on sait que son dérèglement est présent dans la majorité des cas de celle-là. Donc, c'est vraiment une protéine très, très, très importante qui a un rôle très important dans la maladie et dans sa progression. Comment aborder le rôle de cette maladie-là en jouant sur les interactions avec des partenaires, ça c'est nouveau. Mais comme tout scientifique, il y a des études, chaque étude a des points forts et des points faibles. Et dans ce cas-ci, comme on avait mentionné, c'est pas une survie qui est augmentée, mais c'est juste un délai. Ça peut paraître banal, mais c'est extrêmement important parce que ça change tout en termes de compréhension de la maladie et d'impact sur la maladie. Donc, nous, par exemple, est-ce que les neurones survivent mieux? Donc, on se pose toutes ces questions-là quand on voit que la survie n'est pas changée. Et ce qui est important pour nous aussi comme chercheurs, c'est le mécanisme de base. Donc, ces interactions-là dont il parle n'ont pas été démontrées dans leur travail. Donc, ça demeure un modèle. Maintenant, ceci dit, c'est une nouvelle approche. Il y a du potentiel derrière ça, mais il y a encore passablement de débroussaillage de travail à faire avant d'aller vers une approche clinique solide et validée. Donc, c'est un peu le message qu'on avait, beaucoup d'enthousiasme, mais pour donner un peu une perspective à la visibilité journalistique que le travail avait eu, on pensait que c'était important de voir un peu, comme tout travail scientifique, quels sont les côtés positifs et les côtés moins positifs d'une étude. Donc, c'est ça l'objectif un peu de la discussion ici. J'espère qu'il y a plusieurs des études qui viennent pour démontrer clairement le modèle, les mécanismes, et pour faire plus de confiance dans cette approche thérapeutique potentielle. Ouais. Et c'est pas qu'on essaie d'être plus critique qu'autre chose, mais pour vraiment avoir une visée thérapeutique, il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne, puis il faut être capable de montrer que ce qu'on vise, c'est effectivement ce qui se passe. Sinon, ben, on travaille dans le noir et on risque de créer peut-être plus de problèmes que d'autres choses. Exactement. Richard, il y a une question dans le chat. Qu'est-ce qui fait que cette protéine mute? Alors, si tu peux parler un peu plus sur la fonction de cette protéine. Du TDP43? Oui, je crois que oui. OK. Christine, do you want to tackle this one? You're the expert. TDP43, c'est une protéine qui fait les liens avec les ARN. Les ARN, c'est la partie de la cellule qui fait beaucoup de travail pour faire toutes les protéines, qui fait tous les jobs, toutes les tâches dans le neurone, dans une cellule. TDP43 fait plusieurs des tâches différentes. Il a une régulation sur comment les petites pièces des ARN étaient collées, glued together. They regulates how they get made into proteins, comment les traductions de les ARN vers les protéines. Il a joué un rôle dans le transport, dans les grands axones et des dendrites, les extensions des neurones qui fait toutes les connexions entre le système neuraux. Does a lot of different things. It's super important. And it interacts with a lot of different things as a result of all the different jobs that it does. Be the easiest way to explain it. Oh, just the question I have
if you may, why is it mutating? It's mutating, obviously, right? There's something that happens. So TDP-43? Yes, but there must, because if say that 15% of ALS is due to for genetic reasons and the rest non. So what is it to mutate? So TDP-43 mutations are present in a very small portion of the population living with ALS. It's about 4% total. What causes mutations? That's a big question, actually. Our DNA changes. That's why Chantal has dark hair and I have blonder hair, and I've got blue eyes and she's got brown eyes. It's the idea that there are genetic code, encodes for different things, and every once in a while we pick up a mutation that we didn't want to have, so that that we don't want. But then there's also the inheritance, right? So there are mutations that are passed among family members from mother to or father to parent to child, essentially. Don't know if I'm answering that question satisfactorily or not. Does that help or? Yes, I could understand the mutation that are passed genetically, but I still don't understand which is the biggest population of, that 85% of patients have ALS and it's not genetic. So how does that happen? They say it's toxins, but there's something. When we say that it's not genetic, it doesn't, so be careful there, because there's starting to be sort of an evolution in how we speak about this in the field. So when we say that it's not familially inherited, it means that there wasn't a first order relative, so a parent to child or between siblings. But you could still have sporadic ALS cases where there are mutations in genes. C9orf72 would be an excellent example of that, where there's about 10 or 11% of all patients that would be classified as sporadic, meaning that they don't have a immediate family member that's affected. So there are genetics contributions to what is referred to as sporadic ALS. It just means that's a definition that means that there was not evidence of passing that between generations, I think is the best way to explain. Et c'est pas parce que, donc il y a aussi, et Geneviève et Oliver pourraient renchérir, mais quand en clinique, c'est pas tous les gènes associés à la SLA qui sont testés systématiquement. C'est les 4 principaux. Donc, il y a plus que ça, Geneviève, donc tu pourras commenter. Mais ce qui est important aussi, c'est pas parce qu'il n'y a pas de gène qui est détecté chez une personne vivant avec la SLA qu'il n'y a pas de cause génétique derrière ça. C'est peut-être pas de cause génétique connue. Donc, il faut vraiment être prudent dans ça. Geneviève, tu voulais commenter? Ben, je pense que ça dépend des cliniques, des cliniciens aussi. Dans une étude qu'on a faite au Canada, il y a quand même des pratiques assez variables. Au CHUM, on fait un panel relativement exhaustif d'une vingtaine de gènes, mais c'est certain que ça n'inclut peut-être pas le dernier qui vient d'être peut-être décrit quelque part dans une immense cohorte en Chine, là. Donc, il y a des choses qu'on capte peut-être pas. Faut réaliser qu'il y a encore des cas de SLA familiale qui sont pas encore élucidés dans certaines parties du monde. Donc, ça pourrait changer un jour. Puis, il y a sûrement plein d'autres gènes qu'on ne connaît pas pour l'instant, qui pourraient être causales là, ou favoriser le développement de la SLA. Juste pour répondre aussi à la question de Mme Carciero, pour la question, malheureusement, on peut pas sauter les étapes basées sur l'étude de Dr. Strong. On peut pas aller injecter cette molécule chez les patients humains. Il faut passer par les études d'étapes de laboratoire et ensuite des études de sécurité de phase 1 avant de pouvoir, parce que des fois, quelque chose qui peut être fait chez une souris, par exemple, ça peut avoir des effets néfastes chez un être humain, donc il faut vraiment passer par étape par étape. Mais oui, c'est sûr que ces étapes-là se font plus rapidement quand on parle de maladies rares qui sont mortelles. Mais il faut passer par les étapes.
Et c'est là où bien comprendre comment notre approche fonctionne est vraiment important. Parce que si on ne comprend pas bien, ben effectivement, quand on arrive chez les patients, il peut y avoir des effets délétères, il peut y avoir toutes sortes de trucs qui se passent. Puis si on ne comprend pas bien comment notre protéine ou notre molécule fonctionne, ben, on a une grosse boîte noire puis on a des risques devant nous. Donc, généralement, les organismes aiment bien comprendre comment ça fonctionne avant de donner un feu vert pour une étude. Et est-ce que vous avez vu dernièrement une hausse dans la maladie, une croissance dans les dernières années? Geneviève, Oliver? Non, c'est sûr en général, dans les dernières années, je ne peux pas dire personnellement que j'ai vu une hausse. C'est sûr que si on regarde certaines études de population dans les 30 dernières années, il y a une certaine hausse qui a été notée. Est-ce qu'une partie de la hausse qui est réelle, une partie de la hausse aussi qui est une question de détection, des meilleures cliniques de SELA, de la meilleure reconnaissance? Donc, souvent, la hausse d'une prévalence ou d'une maladie va être aussi par le fait que ce soit reconnu, plus de cas rapportés. Mais c'est possible aussi que de causes environnementales, exposition, qu'il y a une certaine... On parlait, tu sais, de 1 à 2 par 100 000 et maintenant on parle de 4 à 5 par 100 000 dans la population en général en Amérique. Merci, Oliver. Donc, est-ce que ça va pour cette section-là, ce segment-là? Peut-être passer la parole au Dr. Matt pour couvrir la partie essai clinique, justement. Donc, on va continuer dans cette veine-là. Pardon. Oui, ben Et on va puis faire après ça ça, brièvement parce que on pourra je vais un passer peu au passer Q&A notre passé. objectif, là. Mais en bref, tu sais, on entend votre impatience qu'on trouve des remèdes pour la SLA, puis vous avez raison. Euh, donc, comme Dr. Blanchard expliquait, ben, quand on arrive avec des nouvelles molécules, des nouveaux mécanismes, il faut démontrer que c'est plausible, puis avoir un minimum de données de sécurité. Des fois, il y a des obstacles technologiques. Donc, est-ce que le corps humain va le digérer avant même que ça se rende à sa cible? Donc, il y a des choses comme ça sur lesquelles il faut travailler. Avec ce qu'on a maintenant, il y a la recherche clinique à laquelle vous pouvez participer comme patient ou comme proche, souvent. Donc, c'est quoi un essai clinique? Ben, c'est une expérience où on essaie de démontrer qu'une molécule, une intervention a un effet. Ça, c'est pour les études interventionnelles. Puis, il y a les études observationnelles, où on essaie justement de comprendre les mécanismes, puis justement de découvrir des nouveaux gènes, des choses comme ça. Donc, les études observationnelles, par exemple, bon, on a fait un projet sur le cuivre au CHUM, il y a l'initiative Capture ALS qui recrute à McGill et éventuellement nous, bientôt. Donc, ça, c'est... Ouais, je suis excitée. Donc, dans les initiatives là, qui peuvent nous aider à comprendre la maladie. Les essais cliniques, donc dans le fond, ça s'ajoute aux standards de soins. Donc, la clinique interdisciplinaire, les médicaments auxquels qu'on pense que serait une bonne idée pour vous. Puis ensuite, ben, le patient, le participant, est alloué de façon aléatoire habituellement à un groupe, traitement ou placebo. Puis ça, c'est vraiment pour démontrer l'effet. C'est sûr que malheureusement, il y a des critères d'éligibilité, puis on aimerait ça offrir les options à tout le monde, mais il faut juste se rappeler, il y a la bonne option pour le bon patient en général. Donc, une participation à un essai clinique, ça peut impliquer un peu plus de visites que le suivi clinique standard, mais le plus souvent, les équipes vont essayer de le remplacer pour que vous soyez à l'aise. Donc, c'est important de poser des questions, demander à votre médecin, votre clinique, est-ce qu'il y a des essais auxquels je serais éligible? La plupart des cliniques sont constamment en recherche de participants, puis regardent les dossiers, puis invitent les patients qui pensent qu'ils pourraient participer. Puis ensuite, ben, vous avez un formulaire d'information consentement sur lequel il y a les principales informations. Puis ne vous gênez pas, posez des questions. Puis s'ils n'ont pas la réponse, ben, relancez jusqu'à temps que la réponse sorte puis que vous soyez à l'aise. Mais c'est vraiment grâce à votre participation qu'on va pouvoir avancer puis déterminer si les traitements qu'on pense qui sont scientifiquement plausibles ont réellement un effet.
Si vous vous rappelez de l'exemple de l'albriosa, ben, c'est un peu ça qui arrive, c'est qu'on a refait l'expérience avec des plus grands nombres de patients, puis on n'a pas démontré d'efficacité. Donc, sans la participation des patients, on ne peut pas prouver que quelque chose fonctionne ou alors qu'on fait des choses pour rien puis qu'on devrait arrêter. Donc, si vous avez des questions sur les essais cliniques, ça me fait plaisir de répondre. C'est ça, je pense que pour cet exemple-là, bien que c'est évidemment une mauvaise nouvelle, c'est pas le genre de nouvelle auquel on veut quand on lance une étude clinique comme ça. Mais en même temps, c'est super important parce que plutôt que de créer de faux espoirs, d'amener des gens à prendre une médication qui ne fonctionne pas, créer des faux espoirs, mais là, on sait où est-ce qu'on en est. Et nous, comme communauté, ben, on avance, on sait que ça ne fonctionne pas, donc on prend nos solutions. On va trouver d'autres choses que cette approche-là. Donc, au lieu de tourner en rond, ben, on avance. Ça, c'est grâce à une étude clinique bien faite qui nous a donné une réponse claire. Et ça, c'était extrêmement important. Décevant, mais important parce qu'on peut construire avec. Donc, c'est un bel exemple. Merci, Geneviève. Donc, ça va pour... avez-vous des questions par rapport à ça? Sinon, on pourrait se lancer sur les questions qu'il y a sur le chat. Ça va? C'est bon? Je vois pas de... Okay, parfait. Ben, j'aimerais souligner on va souligner nos bons coups. Madame Auger Morissette qui souligne qu'ils ont récolté 10 000 lors de leur édition de leur quatrième édition de marche, donc samedi le 8, samedi passé. Donc, félicitations, bravo, c'est vraiment cool. Et puis, je pense que ça vaut la peine de souligner. Merci de partager ce bon coup-là avec nous. Une question de Mme Maxime Noël qui indique que là, c'est probablement pour Oliver et Geneviève, qui indique qu'il est atteinte de la SLA. L'appétit est là, mais par contre, il y a quand même la perte de poids. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'il y a moyen de manger et de récupérer cette perte de poids-là? Peut-être je vais commencer, Geneviève. Donc, en fait, c'est sûr que la perte de poids, c'est toujours ce qu'on veut essayer de diminuer le plus possible pour garder les calories et garder le poids à travers la maladie. C'est certain que quand on commence à perdre beaucoup de poids, ça peut faire progresser les symptômes plus rapidement, mais en même temps, la perte de poids vient de la perte de masse musculaire, hein. Donc, dans le corps, il y a deux choses qui sont très lourdes. L'eau, donc combien qu'on boit, si on est très déshydraté, on peut perdre une coupe de livres. Puis si on boit beaucoup également, on peut être beaucoup plus lourd. Donc l'eau, mais ensuite la masse musculaire, c'est très lourd. Donc indirectement, c'est hors de notre contrôle. Si la maladie, il y a une certaine progression et on devient plus d'atrophie, donc moins de muscles d'un bras ou d'une jambe, on va perdre du poids, peu importe. En fait, l'idée, c'est de garder le plus de poids, mais le poids qu'on perd de masse musculaire, on ne peut pas l'arrêter complètement. Donc, c'est certain que quand on a une difficulté à avaler, puis qu'on perd beaucoup de poids parce qu'on ne réussit pas à manger suffisamment, ça, c'est différent. Et là, il y a différentes techniques pour pouvoir garder le poids. Mais quand que c'est une perte de poids musculaire, il n'y a pas de façon autre que si justement, les médicaments et les essais cliniques et les traitements futurs à venir, mais pour l'instant, il n'y a pas de façon de contrôler ça. Geneviève, veux-tu ajouter quelque chose? Non, Oliver a très bien répondu. Dans le fond, c'est pas le temps de faire des diètes. Manger protéiné, ça semble être une constante là, dans la littérature. Mais manger quand même riche en énergie. Donc, des fois, des patients vont rajouter de la poudre de protéines. Les nutritionnistes ont toutes sortes de guides. D'ailleurs, il y a une trousse nutritionnelle sur le site d'SLA Québec là, qui est quand même un bon guide pour commencer. Et puis, quoi d'autre? Ben, ensuite, ben,
C'est rare, mais ça peut arriver que ce soit un argument pour avoir une gastrostomie. Donc, pour supplémenter quand ça devient trop fatigant de manger ou qu'on n'arrive pas à ingérer toutes les calories nécessaires là, pour maintenir son poids. Merci beaucoup. J'espère que ça répond à votre question. N'hésitez pas, hein, si ça répond pas à votre question, si on ne répond pas à votre question, relancez-nous, levez la main, on va ajuster selon vos besoins. Pardon. Une question de M. Mimo. Peut-on envisager, excusez-moi, je suis dans la gorge, peut-on envisager une thérapie génique? Chantal, Christine, do you want to start on that? Add something to that. So genetic therapies, that's the question. So there can be genetic therapy. So currently, so as Christine mentioned, only about 10% of ALS, we know that there is a gene associated with it, so a genetic association. And the big part of understanding what that mutation does is studying it in animal models or cell culture-based models to find out what that mutation actually does in the body and cells. And so thankfully, after many, many years of studying mutations for SOD1, there is a genetic therapy to people who have genetic mutations in SOD1, and that's currently, that's referred to as tofersen. And that's currently being used as an emergency therapy for people with that mutation. So that stems from really understanding what that mutation does. And Christine mentioned this toxic gain of function. And so that's why, through our understanding, through our scientific discoveries, we're able to say, okay, if we turn down that toxic gain of function through genetic therapy, I mean, this is kind of I guess, very specific to knowing what that gene does, then we can start to treat. But it's not a slam dunk for every case, because we have to understand what that mutation does. And that's coming back to really doing very thorough scientific investigation and discovery before we jump to that go from animal to human. So it's possible with other genetic mutations that we could do genetic targeting, but we have to have that diligent scientific rigor before we make that jump from models, mice, to human. You want to add something, Christine, on that? Or I think that there's a lot of promise coming down the pipe, is that the using the type of technology that Chantal referred to as, with tofersen, is that same type of technology is actually really exciting. These antisense oligonucleotides that are being applied to different forms of ALS. We've had the success for SOD1. There is a clinical trial ongoing for one targeting FUS, which has been successful, but you have to all those, I am also well aware that the community is incredibly disappointed by recent announcements of other ASOs that have not done well and actually have been discontinued. So, for example, one that was targeting C9 or 72 last year, and then most recently the one that was targeting Ataxin-2. I think what's important is that to recognize is that those two studies in particular, I think, were done very, very well, very much like within the structure of all the guidelines that Oliver was mentioning, how to do clinical trials. That has given the field clear indications of I think we have better ideas of why maybe those things didn't work, and that will inform the next generation of approaches that are targeting those type of mutations in ALS patients. Peut-être un petit sommaire rapide. Donc, oui, il y a des stratégies qui existent, dans notre domaine, on appelle les ASO, les ASO, les oligonucléotides antisens. Essentiellement, il y a différents mécanismes, mais essentiellement, c'est d'altérer, d'empêcher la production de la mauvaise protéine. Mais il faut vraiment que ce soit super bien ciblé. C'est pas un one size fits all, c'est pas un tout inclus. Il y a eu une histoire à succès qui cible les mutations SOD1, donc c'est la drogue tofersen qui est maintenant
distribués aux États-Unis et les cliniques au Canada, je pense, sauf erreur, je pense qu'ils ont accès. Mais par contre, comme c'est ce qui nous fait dire que ce n'est pas une stratégie parfaite, ben, il y a 2 études cliniques qui ont été bien montées, bien réalisées et qui, malheureusement, ont donné des résultats négatifs. Donc, qui ciblaient 2 autres mutations, donc C9orf72, donc qui est un des gènes les plus communs, et Ataxine 2, qui n'ont pas fonctionné. Donc, on apprend de nos erreurs, on essaie de voir pourquoi ils n'ont pas fonctionné. Donc, même, vous voyez, même si on comprend, on pense bien comprendre ce qui se passe, on n'est pas complètement en contrôle, encore une fois, de ce qu'on fait. Donc, oui, il y a des possibilités. On a fait de grandes avancées dans les dernières années, mais comme on dit en français, work in progress. Je ne sais pas, est-ce que nos cliniciens ont des choses à ajouter là-dessus? Ça va? OK. Donc, si je regarde... There's a question more about towards the clinical off-label treatments. Oui. One of the clinicians can provide some updates, and this is from Angela Carciero. Mm-hmm. Yeah. Where to start? So can you so I don't know what's expected from that question. I think there's a number of strategies there. So an off-label essentially for the others is that there's a drug that exists for another purpose, and you're using it to treat ALS. So what we call in our textbook repurposing, so changing the purpose of the drug. There are a couple of drugs out there that are being tested. Oh God, I forget the name of the drug. I'm blanking. It will come back. If not, so and Oliver could continue on that. So on our side, with the team at DMNI, hopefully soon, I guess next month, if we get the final little bit that we need from the drug company, we will start a trial on using a drug that is used for overreactive bladders. So when people have uncontrolled urination, and so you use that drug, and it blocks the little muscle that essentially will prevent the leak. So that's what the drug is used for. And in our work in the lab, in my lab, we showed that this drug helps maintaining the contact between the nerve ending, between what the neurons send to make contact with the muscle to control it. And by doing so, it preserves that contact, makes the muscle work better, and all this is on animal models, right? So we have to be very careful here. Is what we call preclinical data. For example, it helps increasing the muscle weight, the muscle mass, and the mouse walks better, and so on and so on. So based on these data, we were successful in getting funding to start a clinical trial. We have a collaboration with a drug company called Apotex, who will provide the drug for the treatment. And all we're missing is to get the final drug shipment from the company, and we should be able to go in principle, unless there are other delays, because there have been many. If there are no other delays, we should get that from the company in July. So, and that I would let Oliver just go further in the details in terms of how this would work and what we're expecting from that. So that's one new off-label trial
that was started from the work in our lab in Montreal. And we'll see so the Day of Light in a potential, again, very potential strategy. So we have to see how it goes. So Oliver? Oui, ben c'est ça. En fait, on est prêt à commencer. On attend juste le médicament de la compagnie, mais on planifie recruter à partir de juillet possiblement 30 patients sur à peu près 1 an et demi atteints de SLA. En fait, on a été quand même assez généreux. C'est une étude qui va pouvoir inclure jusqu'à 3 ans du début des symptômes, avec probablement un avantage chez ceux qui ont beaucoup de perte musculaire ou d'atrophie, parce qu'on va pouvoir voir la différence plutôt que ceux qui ont plus de motoneurones supérieurs, ce qu'on appelle donc la spasticité. Donc, on devrait pouvoir commencer sous peu. On était censé pouvoir commencer en mars, mais il y a eu des délais dans l'approvisionnement du médicament. Donc, c'est ça, si jamais vous êtes intéressé, ça devrait commencer pour la fin de la deuxième moitié de l'année à venir. Il y a d'autres études également qui sont présentement, juste pour répondre à la question d'études, il y a d'autres études qui sont, malheureusement, le recrutement vient de terminer, mais qui sont en cours à l'Institut neurologique, dont un qui regarde ce qu'on appelle un inhibiteur de PYK5, qui est censé aussi être partie d'un mécanisme du neurone pour la survie du neurone. Puis on a une autre étude qui vient de fermer également au recrutement pour moduler le cortisol. Donc, en fait, c'est ce qu'on produit, ce qui mène un peu à l'inflammation. Donc, une certaine réaction inflammatoire qui est proposée dans la maladie ou dans la réaction à la maladie. Puis, sinon, il y a 3 autres études qui sont à venir prochainement dans les prochaines semaines, mois également, incluant l'étude dont Dr. Robitaille parlait, donc je mène avec lui à partir de sa recherche de laboratoire. Donc, il y a plusieurs choses à venir encore. C'est comme une période un peu de transition présentement, mais dans les prochaines semaines, mois, il y a toujours des nouvelles études qui rentrent en place. Donc, j'ai une question donc, par rapport à cette même question pour les études qui sont en cours. Et puis, c'est pour mon frère. Donc, mon frère est atteint d'ALS, de la SLA. Et puis, il est suivi par Dr. Angela Genge au neuro. Donc, j'imagine que Dr. Genge est au courant de toutes ces études-là. Oui, en fait, c'est elle qui est la chef du département pour la recherche en SLA au neuro. Donc, oui, elle est tout au courant. On est 3 à l'Institut neurologique. On a tous la même équipe. Donc, si votre frère, vous avez dit votre frère, si votre frère est suivi par Dr. Genge, il va avoir accès également aux mêmes études. Merci. Mais on n'a pas besoin d'être suivi nécessairement à un centre pour avoir accès aux études. Vous pouvez toujours être référé. Puis une évaluation peut être faite également s'il y a une étude qui est applicable dans votre cas. Merci. Ça va comme ça. Chantal, are you ready for the ashwagandha question? Is it a good time? Yeah. Donc, il y a une question, et peut-être, donc, pardon, brièvement résumer la discussion qu'on vient d'avoir. Donc, il y a différentes études de drogues qui sont déjà disponibles, mais pour d'autres traitements que nous, on utilise pour voir leurs effets, pour essayer d'améliorer la condition des patients en SLA, dont une drogue qui est origine des travaux dans mon laboratoire, qui va être testée avec Dr. Blanchard et Dr. Genge au MNI. Et il y en a d'autres qui sont en cours d'essai clinique présentement. Donc, un petit résumé rapide de la discussion qu'on vient d'avoir. Une question de M. Donovan sur l'étude de l'ashwagandha, donc une étude qui est roulée à Sunnybrook dans la région de Toronto. Essentiellement, where are we at? What's happening? And I think the question goes to you, Chantal, because you're associated with the work. So I think you're the best position to address that. So with regards to the clinical trial at Sunnybrook,
using Withaferin A. I don't know the status. So maybe some of the clinicians might have, Genevieve, you might know the status. I've contacted Sunnybrook. I have not received a response. I don't know what the clinical status is. If you look on clinicaltrials.gov, it says that the recruitment has been done and it's ongoing. So, so the specifics of that, I do not know. In terms of developing this further, from our fundamental research, so from our findings, we think that there's a strong rationale to continue to develop this as a target, but maybe not using Withaferin A, but something else that can help modulate the pathway. So this is not ended on my side. So my team is continuing to develop this, and we want to take it further. Maybe using slightly different approaches, because we know that inflammation is a big part of disease progression with ALS. So it might be part of this bigger puzzle, like we talked about at the last webinar. So ALS is a complicated disease with many facets. And so targeting maybe one facet is not enough. So I think this approach, targeting inflammation, turning down inflammation, is part of the greater landscape. And I think Christine has a great slide to kind of illustrate what I'm talking about here. It's a great visual aid. So, you know, we hear this splash in the, I don't know if you want to translate some of that, Richard, before I move on. Si vous regardez à gauche, essentiellement, ce qu'on voit, c'est le cheminement qu'on espère, comme chercheur, qui va être notre chemin entre nos travaux dans le laboratoire et la découverte d'une thérapie en fonction du temps. Donc, le temps, ça peut être généralement, dans ce cas-ci, ce serait des années. Donc, à gauche, c'est une vision un peu utopique de ce qu'on pense qui va arriver. Donc, on travaille très fort, on résout des problèmes et tout d'un coup, eureka, on a une solution. Et là, on s'en va vers une solution, une thérapie. Ça, c'est l'image de gauche. Quand vous regardez l'image de droite, c'est beaucoup plus proche de la réalité. Il y a énormément de hauts et de bas. On pense qu'on a la solution, on essaie de l'appliquer et tout d'un coup, oups, on se rend compte que ça ne va pas du tout. Il faut recommencer, on recule, on apprend de nos erreurs, on modifie pour éventuellement progresser vers un aspect qui s'approche à dans ce cas-ci, par exemple, un traitement possible. Donc, le graphique de gauche représente beaucoup mieux la réalité auquel on fait face dans les laboratoires et en clinique, dans tout ce qui est recherche clinique, recherche d'approche thérapeutique. So that's the summary. Thank you. So I will try to summarize what you said in English, but just to keep in mind that, you know, when we have a discovery and the Michael Strong discovery, there's a big splash in the news. There's words that are used like a pathway to a cure. We have to be cautious. Anytime we, you know, even as scientists, but as people, we have to be cautious when we hear certain language being used. And like Richard said on the left, this is what we expect. You know, we see this giant breakthrough, but in reality on the right, every discovery leads us further to the path of a cure. And so again, this is part of this big puzzle. You know, every discovery has a place and contributes to moving towards that better treatment. And that's how I see, you know, any scientific discovery, but as we've been discussing here, it has to be really proven and tested, and the ultimate proof is how people respond to it as a treatment for people who have ALS. Merci Chantal. Et c'est pas pour dire que le graphique de gauche ne peut pas arriver. Est-ce qu'il arrive des percées majeures? Bien sûr, ça peut arriver, c'est clair. Une de ces percées-là, c'est l'utilisation des ASO, Tofersen, SOD1. C'était une percée majeure.
mais qui a pris du temps. Donc, c'est un peu un mix du graphique de droit avec des hauts et des bas. On avance, on recule, on avance, on recule, et tout d'un coup, on trouve une solution. Et là, effectivement, on a un impact majeur et on fait une percée comme on voit sur le graphique de droit. Donc, c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est pas aussi simple que ça, la réalité auquel on a fait face. Merci beaucoup. Thanks, Christine, for putting this up. Donc, je continue la liste de questions. Donc, c'est... je ne vais pas formuler la question, mais donc, le conjoint de madame est en attente d'un diagnostic pour la SLA, donc il faut être pour nos cliniciens. Beaucoup de fasciculation, mais aussi Parkinson et démence frontotemporale. Un des rares cas avec les 3 maladies neurodégénératives. Plusieurs mesures électromyographiques répétées. Donc, essentiellement, comment on fait pour recevoir un diagnostic dans ces conditions-là? Je pense que je résume la question de madame. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas toujours facile, là. C'est difficile de discuter de cas spécifiques là, dans une réunion comme ça. Mais en fait, les troubles cognitifs puis démence frontotemporale sont quand même pas mal plus courants qu'on pourrait l'imaginer, là. Donc, cette association-là n'est pas surprenante. C'est la partie Parkinson, là, faudrait voir. Mais s'il y a des réflexes vifs puis de la dénervation, c'est malheureusement le plus probablement de la SLA s'il n'y a pas d'autre explication. Donc, puis ça arrive. Il y a des cas d'autopsie où on s'est rendu compte que les 2 maladies existaient concurremment. Oui, je concorde. C'est sûr que je crois la question vient de Lucie, c'est difficile pour nous en tant que cliniciens neurologues. Tu sais, c'est du cas par cas. C'est une maladie qu'on a justement, c'est un diagnostic qui est clinique. On n'a pas une prise de sang qui va dire vous avez ou non la SLA. Donc, c'est ce que je dis toujours aux patients. Et des fois, ça dépend aussi de l'évolution dans le temps, hein. Donc, la maladie, si elle évolue pas, on remet en question un peu le diagnostic. Puis ici, dans ce cas-ci, je peux pas me prononcer parce que j'ai pas vu votre fils, donc je peux pas vraiment. Mais c'est certain que ça va être un suivi d'EMG et d'examen qui va pouvoir arriver au diagnostic et aux critères qui ont été établis à travers le temps, mais on peut pas commenter plus que ça comme ça dans une réunion ouverte. Et peut-être, je sauterai, il y a une question un petit peu plus loin dans le chat et ça c'est relié un peu à cette discussion-là, c'est est-ce que la recherche sur l'identification de biomarqueurs est encore d'actualité? Donc, je ne sais pas, maybe, I know Chantal, Christine, you want to start and I could go. Parce que ce qu'on discute présentement, c'est comment on peut améliorer le diagnostic de la maladie. Donc, pour l'instant, le gros de l'effort est fait sur des approches neurologiques, des tests neurologiques, une approche qui est différentielle. Donc, on regarde si c'est telle possibilité, ce ne l'est pas, on l'élimine. On passe à d'autres choses, on passe à d'autres choses. Donc, et c'est compliqué, surtout quand il risque d'y avoir une concurrence de 2 maladies neurologiques en même temps. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est de développer des biomarqueurs. Donc, un biomarqueur, c'est une lecture, une façon autre que par les paramètres neurologiques sont des biomarqueurs, mais on veut avoir une lecture qui va nous dire, avec un degré de confidence élevé, que oui, cette personne-là a la SLA, et idéalement, avant même que les symptômes apparaissent. Donc ça serait vraiment cool. Donc l'exemple, par exemple, vous allez chez le médecin, il vous demande de faire une série de tests sanguins pour mesurer votre taux de bons et mauvais lipides dans le sang, votre taux de sucre, votre taux de certains marqueurs pour l'état de santé de votre cœur, de vos reins, Ça, c'est des biomarqueurs. Mais on n'a pas ça en SLA.
il y a une lecture qui se rapproche le plus possible. Mais donc, oui, ces études-là sont très, très en poussée. C'est extrêmement important. Plus tôt on fait un diagnostic, mieux c'est. Plus précis, mieux c'est. Et sachant un peu comment ces biomarqueurs-là se développent, on peut faire un meilleur diagnostic, on peut avoir un meilleur pronostic, on peut mieux mesurer si le traitement fonctionne, etc., etc. Donc, c'est super important et il y a une énorme poussée maintenant en recherche sur le développement de biomarqueurs. Et des biomarqueurs, ben, il y en a différents types. Ils peuvent être pris dans le sang, ils peuvent être pris dans le liquide céphalorachidien. Donc, c'est le liquide qui baigne votre système nerveux. Donc, c'est la fameuse aiguille qui va être implantée dans votre moelle épinière pour aller chercher un liquide. Ça peut être des tissus, ça peut être d'autres mesures fonctionnelles. Donc, il y a plein d'approches qui sont maintenant abordées, qui sont toutes intéressantes et qui vont devoir probablement être travaillées en parallèle. Donc, oui, il y a énormément de poussée là-dessus. C'est extrêmement important. C'est une excellente question. I don't know, Christine, the others, do you want to add anything? Je laisse la parole à Geneviève pour sa question. Oui, ben en fait, Richard, t'en as dit vraiment beaucoup. Tu sais, si on veut être un peu plus spécifique, en fait, tu sais, on essaie de trouver des biomarqueurs comme une signature moléculaire de la SLA. Donc, dans le fond, justement, comme Richard disait, par une prise de sang, ce serait ça le mieux, parce qu'on est souvent sous l'impression que peut-être qu'on intervient trop tard chez les patients là, dans les essais cliniques, puis que c'est pour ça que ça fonctionne pas autant qu'on prédirait. Et puis aussi, ben, c'est le genre d'intervention qui aide, qui va aider à mieux à identifier les patients tôt. Donc, il y a des études de cohortes, par exemple, présymptomatiques de patients SOD1, C9ORF, donc des gens qui n'ont aucun signe de SLA, mais qui sont aussi porteurs de maladie. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qui change avant que la maladie soit là. Puis ensuite, ben, les biomarqueurs disons, nous démontre les tendances dans un essai clinique, ben, le tofersen, c'est ça. Beaucoup là, dans la première phase de l'étude, c'était ça qui changeait plus même que l'effet clinique recherché. Donc, ça s'en vient, des marqueurs d'imagerie aussi. Puis c'est des choses comme ça qu'on essaie d'explorer avec des initiatives de deep phenotyping. Donc, on regarde les patients sous toute leur couture là, pour avoir un portrait complet, biochimique, métabolique, imagerie là, de leur maladie. Ça va pour le panel. Richard, je peux peut-être répondre à une question qui vient de Brian Donovan à propos d'essais cliniques à Montréal et un seul à Québec. C'est certain que c'est un peu une période présentement de transition, je dirais, pour plusieurs études qui sont en fin de cours, même à Montréal, et d'autres qui sont à débuter, mais c'est un processus qui change aussi de centre à un autre. J'imagine vous pouvez contacter le centre. Il n'y a personne présentement sur l'appel du côté clinique de Laval, de l'Université Laval, Québec, mais il y a le docteur Annie Dionne et son groupe qui peuvent s'occuper des études de ce côté-là. Donc, c'est sûr que je n'ai pas plus de détails par rapport à ce qui est prévu à Québec pour l'instant. Ouais. Ben, tu sais, il y a eu beaucoup de. On a passé la première moitié de 2024 à être sollicité par beaucoup de partenaires de l'industrie. Donc, il y a probablement quelque chose pour Québec de plus. Sinon, comme Dr Blanchard disait, ben, des fois, le protocole pour vous, ben, il n'est pas dans votre ville. Donc, c'est regarder là, les options un peu à l'extérieur. Puis, il y a souvent des accommodements possibles. Là, donc, c'est pas à négliger non plus. Le meilleur protocole pour vous, c'est celui auquel vous êtes éligible maintenant. Ensuite, bon, c'est sûr, des facteurs de faisabilité, là. Donc, oui, en effet, la plupart des études vont couvrir aussi les coûts, les dépenses de voyagement si vous venez de l'extérieur, par exemple. Donc, ça peut toujours être envisagé également si vous voulez participer dans une étude qui est seulement disponible, par exemple, à Montréal et vous habitez Québec. Oui.
Merci beaucoup. Super. Je continue ma liste. Une question sur... ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette question-là. C'est intéressant, ça revient. Les cellules souches. Est-ce que les cellules souches ont été... donc, les stem cells ont été considérées comme approche thérapeutique? Alors, Christine, you want to bite this one? Oui. C'est quelques années que nous avons reçu ces questions. Les cellules souches, c'est une technologie qui était très intéressante. C'est des cellules qui peuvent différencier entre les autres types de cellules, comme des neurones. Dans une dish plastique, ça marche très bien. So in a plastic dish, you can take stem cells and encourage them to differentiate into neurons very, very well as into other types of cells that are important to help support our motor neurons. And this has actually become one of the very important models that which the field uses to study ALS better, right? So now we can actually use this technology to study human neurons. C'est très important pour faire des études sur les neurones humaines, parce que les neurones humaines et les neurones souris, c'est pas exactement les mêmes choses. C'est proche, mais c'est pas exact. So it's a super exciting technology from that perspective and has been used to, for example, conduct drug screens to identify small molecules that might support neuronal survival. Fabulous technology. The idea, though, of using stem cells to perhaps to inject into patients and to repopulate the neurons that have been lost, this is an idea that has been around for a couple of decades now. C'est une idée qui est plus de 20 ans, 25 ans, je crois. C'est l'idée de faire l'injection de les cellules de souche dans le moelle épinière d'un patient. Et cette cellule spéciale, c'est devenu les neurones et remplace les neurones qu'il a perdus. It's not a great idea. It's been tried in mouse models, in rat models, with very, very limited success. It's very, in a patient, in a human, it's a, human, just think of how much bigger humans are compared to mice. The number of injections required it's really prohibitive. It's really, really difficult. And it's not just that you have to put the neurons back. You have to put the neurons back and they have to be able to reconnect to the muscles. Right? So les neurones doivent être injectés, survivre dans cet environnement de la moelle épinière et faire les projections vers les muscles et faire les connexions à nouveau. It's a big ask. C'est très, très demandeuse. It's really, really hard for the neurons to do that. When you think about the fact that, you need to be able to move your big toe, how far is that, right? That's about a meter. C'est 1 mètre entre les distances entre le site d'injection de les cellules souches et la connexion entre le neurone et le muscle. C'est plus d'1 mètre. It's really, really difficult and is probably not something that is going to really ever see a strong success. I think it was a great idea when it came out. This is a beautiful example, though, of where this blue sky thinking big, it's a grandiose idea. It got refined, right? C'est raffiné. And now we know that this model, this technology of being able to generate stem cells is like one of the most important things that we use in an experimental lab to confirm that a mechanism. C'est des modèles qui étaient très importants pour comprendre le mode d'action d'une drogue, le mécanisme de comment le neurone est mourir, what is going on avec, TDP43, C9, what is happening with the consequences of these mutated genes in ALS. That we do that a lot in the lab by using stem cell models that we've then pushed them to make neurons so we can study what's happening actually in human neurons. So as a therapy, I don't think so. And I know that there are places that advertise stem cell therapies as potential things. And I'd urge you to please consult with your clinician, parler avec votre clinicien, s'il vous plaît. C'est très important parce que c'est possible d'avoir les effets très toxic, très negative. So if you have ideas like that about looking at stem cells as a therapy because you've read it online, talk to your clinician first. Super important.
Merci, Christine. Donc, un résumé rapide. Les cellules souches, il y a deux aspects à ça. Donc, pour nous, les chercheurs, on a développé des stratégies pour se servir de la grande versatilité de ces cellules-là pour les transformer en neurones dans nos petits plats de Petri. Donc, on peut maintenant étudier les neurones qui proviennent de patients. Donc, c'est vraiment des neurones humains qui sont différents des neurones de souris. Donc, on a le vrai type de cellules. Donc, on s'en sert comme modèle pour tester des drogues, tester des mécanismes, bon, etc. Donc, ça a été une percée qui est extrêmement importante et qui nous permet de faire des avancées significatives maintenant dans la compréhension dans des cellules provenant de patients. Donc, pas des souris, pas des vers, pas des poissons. C'est vraiment des patients. Là où on a beaucoup plus de difficultés, c'est de cette stratégie-là comme traitement. Ah, c'est décourageant. Et donc, ça, c'est vraiment, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'évidence que ça fonctionne. Ceux qui prétendent le contraire, il faut vraiment faire attention. Si jamais vous avez une visée de ce côté-là, s'il vous plaît, d'abord, parlez-en à votre neurologue traitant. C'est extrêmement important. Et la notion, l'idée même qu'on puisse remplacer les neurones qui sont morts, parce que c'est ça l'idée, on redonne une cellule jeune qui va se développer dans un nouveau neurone qui va le remplacer. Ça ne fonctionne pas. Déjà, il faut que la cellule se transforme et rétablisse les contacts qu'elle est supposée faire. Donc, par exemple, docteur, on devait te donner l'exemple du neurone dans la moelle épinière qui devrait aller faire un contact sur les muscles. Donc, il y a un aspect de distance, tous les mécanismes de guidage qui vont faire en sorte qu'il faut s'en aller à la bonne place, faire le bon contact n'existent plus, sont plus là. Donc, c'est extrêmement compliqué et de prétendre que ça va fonctionner, vraiment, je pense que ça vient d'un peu de la pensée magique. Donc, les cellules souches, je ne sais pas, il y a pas, je pense qu'il ne faut pas regarder de ce côté-là. Donc, voilà pour les cellules souches. Je veux juste répondre, Richard, à une Oui, question vas-y. qui est revenue en double par Oui. rapport. Je suis revenu à une question qui était posée à 6h09 qu'on avait pas eu le temps Je l'ai de manqué. répondre. Ah, Non, mais merci. je veux dire, il y en a beaucoup de questions, donc c'est normal qu'on les voit pas tous. Mais euh, il y en avait une puis qui parlait d'un patient qui avait été diagnostiqué avec la sclérose latérale amyotrophique depuis 11 ans, puis qui avait plutôt ce qu'on appelle un trouble neurologique fonctionnel. Puis la question était si c'était possible de savoir si on pouvait faire un test pour savoir si c'était notre cas. Mais en fait, c'est ça. Donc, en soi, un trouble neurologique fonctionnel, normalement, n'est pas un trouble dégénératif progressif comme la SLA, donc il ne devrait pas avoir de progression. Et en moyenne, les patients avec SLA vont vivre de 3 à 4 ans. Donc, si ça fait 11 ans, normalement, c'est un autre diagnostic. Donc, dans ce cas-ci, je ne connais pas le cas en particulier, il y avait un diagnostic de trouble neurologique fonctionnel. Mais c'est certain que si vous êtes vu par un neurologue et un neurologue qui est spécialisé dans la maladie, ils vont pouvoir vous le dire assez rapidement avec des suivis de l'EMG que si ça s'agit d'un trouble neurologique fonctionnel ou de la maladie elle-même. Donc, c'est ma réponse pour cette question-là. Oui, ben c'est ça. C'est difficile de parler du particulier, mais croyez-nous, si on pouvait vous dire que vous avez autre chose que la SLA, ça ferait longtemps qu'on vous l'aurait dit, puis qu'on agirait autrement, puis qu'on essaierait de vous guérir. Effectivement. Et c'est pour ça qu'on revient à nos biomarqueurs, on revient à tout ça. Donc, si on pouvait avoir plusieurs façons d'aborder le diagnostic et l'identification de la maladie, c'est sûr que ça serait nettement avantageux. Donc, tout ça est relié, en fait. Peut-être une question pour toi, Geneviève, donc de Mme Auger par rapport aux essais cliniques pour la greffe fécale. Donc, les probiotiques. Ouais. Donc, comme ce qui se fait en France.
Oui, ben en fait, je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils font en France. Là, j'ai regardé vite, puis Moi Bing aussi, m'a sorti quelque chose de ouais, très générique, en tout cas un peu générique. Mais oui, ouais. ça peut être intéressant. Donc, en gros, c'est qu'on pense que c'est parti avec l'idée que le microbiote a une influence importante sur les maladies, sur leur développement, leur expression. Donc, en faisant une greffe fécale, ce qu'on veut faire, c'est changer le microbiote. OK? Donc, améliorer le métabolisme, puis améliorer l'état inflammatoire que certaines personnes pourraient avoir à cause de leur microbiote. La seule chose, c'est qu'en ce moment, c'est pas très clair en SLA, c'est quoi dans le microbiote qui serait nuisible. Donc, dire on va faire une greffe, ben, est-ce qu'on va mettre quelque chose de pire que ce qui y est déjà? Donc, c'est pour ça que pour l'instant, en tout cas, c'est pas très clair qu'est-ce qu'on devrait faire là, pour ça. Nous, ben, notre essai clinique, c'est un probiotique. Donc, dans le fond, c'est tenter de changer la flore, une partie de la flore intestinale par une bactérie qu'on connaît. Donc, cette bactérie-là a été démontrée chez des modèles animaux de SLA, comme quoi elle pouvait ralentir la maladie, améliorer la vie des animaux. Donc, puis ça se fait par des changements du métabolisme. Donc, c'est notre approche, bien humblement, mais aussi ça va nous apprendre des choses sur le microbiote, puis voir s'il est différent chez les patients versus les contrôles, puis voir combien on peut le modifier par notre intervention. Merci beaucoup. J'espère que ça répond à la question. Il y avait une question de M. Veilleux. Donc, la recherche sur la sclérose en plaques et le Parkinson, est-ce que ces recherches-là peuvent aider pour la SLA? Donc, l'espèce de croisement entre les différentes maladies neurologiques. I don't know what to start on that. Pour les cliniciens ou parce qu'il y a une approche, il y a un volet mécanistique et un volet clinique dans cette question-là. Mais c'est certain que je pense que toute recherche peut influencer aussi un autre domaine. Quand on parle surtout des neurones et du malfonctionnement des neurones. Mais c'est certain que là, ici, on inclut plusieurs maladies qui sont quand même diversifiées. La sclérose en plaques étant clairement inflammatoire, c'est-à-dire c'est vraiment le système immunitaire qui s'attaque lui-même dans le système nerveux central, donc dans le cerveau et dans la moelle épinière. Donc ça, c'est très différent et on a déjà beaucoup de traitements inflammatoires qui fonctionnent. Donc, je ne suis pas certain que l'étude de l'inflammation du système nerveux central peut aider beaucoup pour la SLA, étant donné que ce n'est pas aussi les mêmes structures qui sont attaquées. Mais au niveau du Parkinson, on parle également des neurones, mais ce n'est pas les mêmes types de neurones qui ont tendance à mal fonctionner. Mais c'est certain qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être apprises à travers la recherche fondamentale aussi dans d'autres domaines neurologiques qui peuvent être utilisés également dans la recherche SLA. Oui, ben, en effet, ce sont des maladies différentes. Cependant, il y a quand même des choses qui sont vaguement similaires, mais c'est vraiment au niveau moléculaire. Donc, un jour, justement, comme Dr Blanchard disait, par la recherche fondamentale, la recherche sur l'un peut nourrir la recherche sur l'autre, là, dans des initiatives, par exemple, comme des banques de cerveau, des choses comme ça. Mais pour l'instant, c'est vraiment des chemins séparés. I thought you wanted to, you unmuted yourself briefly. I don't know if you wanted to add something. No, I think No? Okay. yeah, I briefly unmuted, but I think the other panelists covered it very well. I think there's always these cell biology questions in other diseases, and we're studying these diseases through mutations, mostly mutations linked with other diseases. So
through those discoveries, we are understanding how cells work, how biology works, how the brain and the peripheral nervous system work together. So I completely echo what the other panelists said. It's we can learn from these other diseases, absolutely. But I would probably add that we all work in environments, where there are other teams that are specialized in these diseases, right? And so we take inspiration from each other and criticisms from each other, which is super important, right? So that feedback, we see what other groups are doing, we're inspired by it, but then the other groups might have a good debate about would that be relevant in this context or that context. So it's not that ALS researchers operate in a silo, and don't see other disease areas. We absolutely do. Les chercheurs travaillent dans les environnements qui étaient très enrichis avec les autres équipes qui travaillent sur la sclérose en plaques, sur la maladie d'Alzheimer, PSP, I forget the name for that, maladie de Parkinson, ataxie, épilepsie. Il y a plusieurs des autres équipes qui étaient dans le milieu et qui donnent les inspirations et l'information importante qui était pourtant de contribution vers notre recherche sur la cellule. Richard, je vais peut-être répondre Oui. deux questions que je vois deux en un, comme on dit, là, two birds with one stone. Une question d'abord de Denis Villeneuve. Est-ce que le volet simulation électrique est une option envisagée comme pour le Parkinson? En fait, je ne suis pas certain si vous voulez dire simulation électrique ou plutôt simulateur profond, là, de Deep Brain Simulation qu'on appelle. Donc, le Deep Brain Simulation, c'est quelque chose qui modifie le système moteur qui est atteint dans le Parkinson. À ce niveau-là, ça ne va pas affecter l'effet de SLA qui est en fait l'effet final. Hein. Le SLA, c'est les neurones, c'est le dernier contrôle qui se rend à travers le nerf jusqu'au muscle. Donc, aller changer le système nerveux central, donc comme vous avez pas remarqué, il y a plusieurs patients qui sont ici atteints ou qui sont membres de famille atteints. Le cerveau a tendance à rester intact, mais c'est la capacité de l'exprimer physiquement à travers c'est le cerveau qui ne réussit pas à le rendre jusqu'au muscle et de l'exprimer. Donc, la stimulation Deep Brain Stimulation ne va pas fonctionner. Et pour la question juste en dessous par rapport à Bruno Haas qui dit si on décèle la cellule au début, qu'est-ce que ça change? C'est certain que ça peut. Pour l'instant, on n'a pas de cure. Donc, d'un certain sens, vous pouvez dire ça ne change pas grand-chose au niveau de la cure, mais c'est sûr que vous allez pouvoir être éligible pour les traitements qui sont disponibles, qui ralentissent la maladie. Une maladie tardive fait en sorte que vous n'allez pas pouvoir la couverture d'assurance, même la RAMQ ne va pas couvrir. Également, vous allez être éligible également à rentrer dans des essais cliniques si vous voulez participer quand vous êtes détecté tôt. Si on détecte plus tardivement également, la plupart des études vont vous exclure. L'autre chose, c'est que c'est important également d'avoir un diagnostic qui est le plus tôt possible pour justement pouvoir avoir la meilleure approche multidisciplinaire, avoir la meilleure équipe, garder son poids, avoir une bonne nutrition. Évidemment, aussi planifier notre vie, hein, parce que c'est certain que faut penser au fait que si les choses progressent, il y a de la planification aussi de ce côté-là. Donc, moi, je pense que c'est important si on peut avoir un diagnostic le plus tôt, ça peut faire un changement. Les choses changent assez rapidement. Il y a aussi un développement au niveau SOD1 et de l'autofursine qui montrent quand même des effets modestes. Donc, on a tendance à tester tout le monde, même si les probabilités sont faibles, que chaque patient ait une maladie génétique qui va pouvoir avoir un traitement. Mais je pense qu'il y a quand même des avantages à pouvoir avoir un diagnostic plus tôt que plus tardif. Si je comprends bien, M. Haas, parce que je vois le commentaire de Chantal, je pense que votre question aussi, c'était en relation avec les cellules souches. Est-ce que si on est diagnostiqué plus tôt, est-ce que ça pourrait quand même avoir un avantage d'aller vers les cellules souches, si je comprends bien la question? Non, pas vraiment, parce que votre système nerveux
est dans un état où les cellules souches, à 50 ans, que ce soit à 50 ou à 55 ans, les cellules souches vont rentrer dans un environnement qui est là. Peut-être que la pathologie va être moins avancée, donc peut-être que les cellules souches vont se trouver dans un environnement qui est un petit peu plus amical, mais ils vont faire face aux mêmes défis que le Dr. Van Devel expliquait tout à l'heure, se développer, faire contact, bon, etc. Et ça ne sera pas plus avantageux, même si c'était fait quelques années plus tôt. Donc, probablement que ça ne changerait rien ici. Je continue. Oui. Donc, une question de M. Gérard Demarbre. Est-ce qu'il y a des groupes ethniques qui sont peu ou pas touchés par la SLA? Et est-ce qu'il y aurait des explications? Est-ce qu'il y a des groupes ou dans des populations où l'incidence est plus faible? Est-ce qu'on sait s'il y a des particularités comme ça? Par rapport je vais répondre à la question en deux temps parce qu'il y avait une question aussi, Oui. je crois qu'il y a une sous-question par rapport à est-ce qu'il y a des régions du Québec qui sont plus affectées que d'autres. Oui. De mes connaissances, ce serait non. C'est certain que c'est dur à savoir comme tel parce il faudrait voir s'il y a une étude populationnelle qui a été faite réellement au niveau régional pour la SLA. Je ne suis pas, je suis au courant. Et c'est sûr, étant basé dans un gros centre de référence, nous, on reçoit un bassin de population assez grand du Québec. Donc, c'est dur à visualiser vraiment est-ce qu'une telle région a moins que d'autres. Mais je peux dire, en général, dans Montréal et ses grands environs, on ne voit pas une différence régionale. Il faudrait voir aussi par rapport au Saguenay, au Québec, s'il y a des différences. Par rapport au groupe ethnique, il ne semble pas avoir de prédisposition ethnique particulière, mais encore là, je ne suis pas au courant par rapport à d'autres études populationnelles qui sont faites, disons, en Afrique ou dans d'autres régions du monde. Je ne sais pas si Geneviève, Oui, ben c'est ça, hein. On a toujours l'impression que les gens viennent, tu sais, coudonc, on a donc bien des patients dans telle région, mais je pense que ça se démontre pas tout à fait, là. Puis du fait que les mutations qui causent la SLA sont quand même relativement rares au Québec ou alors extrêmement regroupées, ça paraît pas tellement. Pour ce qui est d'ailleurs dans le monde, ben, en fait, je pense que c'est qu'on a un gros biais d'évaluation, puisque des données fiables pour l'Asie, l'Afrique, on en a très peu. Tu sais, pour te donner un exemple, en Inde, il n'y a qu'une clinique SLA officielle. Ah, Donc, oui. je me suis présentée à une réunion là, des cliniques internationales du NILS, là, qui est une association américaine. Et puis, bon, clairement, Canada, ça comptait pas. Mais pour discuter justement avec une médecin indienne là, qui a la seule clinique formelle là-bas. Puis quand on entend le nombre de professionnels formés en neurologie, neurochirurgie en Afrique, on tombe à des chiffres là, vraiment minimaux, là, tu sais, une quarantaine de neurochirurgiens pour l'ensemble du continent, là. Donc neurologues peut-être un peu plus, mais ça se compte pas par milliers, là. Donc il y a beaucoup d'évaluations, de choses qui passent sous le radar. D'un autre côté, ça semble pas être une épidémie non plus, puisque c'est pas comme si c'était un endroit reconnu, là, à ce jour. Est-ce que ça répond à votre question? N'hésitez pas. S'il vous manque d'informations, n'hésitez pas. Une question de Lucie. Est-ce que la démence frontotemporale est souvent présente dans la SLA? je vais répondre à cette question-là. En fait, la réponse, c'est non. Elle n'est pas fréquente. Donc, en fait, la forme la plus fréquemment associée avec la démence frontotemporale, c'est la forme héréditaire du gène qu'on appelle C9ORF72. Mais encore là, c'est un faible pourcentage. Toutes les formes héréditaires, on parle de 10 à 15 %. Donc, c'est une portion de ces patients-là. Il peut y avoir également des patients qui n'ont pas de gène qui développent la démence frontotemporale associée avec leur SLA.
mais c'est un faible pourcentage dans mon quotidien. C'est certain que des fois, j'ai parlé que le cerveau demeure intact, mais par moment, des fois, plus tard dans la maladie, on peut voir des troubles frontaux, des troubles cognitifs avec la maladie. Donc, les gens ont plus de difficultés un peu à faire des choses, l'exécution des choses dans la vie de tous les jours. Euh, mais c'est pas mal ma réponse pour cette question-là. Puis je vais répondre à celle qui est sous-jacente, qui dit certains disent d'arrêter l'albiriosa. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une étude, l'albiriosa, c'est le dernier médicament qui avait été approuvé l'année dernière suite à une étude de phase 2 pour lequel il y avait eu beaucoup de lobbyisme, évidemment, des groupes de SLA partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada également. Normalement, il faut comprendre que les études ne sont pas acceptées après une étude de phase 2 partout en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada et en Europe. Les études vont être acceptées comme étant valides après une étude, ce qu'on appelle de phase 3, qui est une étude à plus gros volume de patients qu'une étude de phase 2. Donc, mais étant donné qu'il y avait une tendance vers la positivité dans la phase 2, il y a eu beaucoup de mouvements. Finalement, ça avait été approuvé, mais il y a une phase 3, donc une étude à plus large population qui a été faite en Europe, qui s'appelle Phoenix, qui est sortie récemment, puis qui a démontré qu'en fait, il n'y avait pas de bénéfice par rapport à un placebo, donc une pilule de sucre chez les patients qui étaient traités. Il y a eu beaucoup de discussions, justement, Geneviève qui est avec moi aujourd'hui, qui fait partie du consortium canadien sur la SLA, mais en fait, ce qui a été décidé, c'est probablement d'arrêter le médicament chez les patients, étant donné le manque d'évidence et les coûts importants. C'est certain qu'il n'y a pas d'enjeu vraiment de sécurité, donc ce n'est pas un médicament qui il peut être mal toléré au niveau gastrique, mais il n'y a pas d'enjeu de sécurité. La compagnie s'est offert à continuer à payer le médicament si vous voulez le continuer. Mais en même temps, le médicament va être éventuellement enlevé du marché au Canada. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup, Oliver. De passer au travers. OK. Une grosse question de M. Donovan. Euh, donc, le besoin d'espoir, est-ce qu'on pourrait commenter les études cliniques phase 2 ou 3 actuelles qui nous enthousiasment le plus? Donc, allons-y, puis peut-être on passera aux chercheurs après pour. Oui, ben, outre notre projet, puis tu sais, le projet à l'Institut, qui sont vraiment des choses amenées des laboratoires de recherche fondamentale aux patients. Il y a le projet avec la StatMin 2, donc Cureless, qui est quand même une des interventions les plus raisonnables et raisonnées qu'on a jamais fait, je pense, là, auprès des patients. C'est encore une étude de phase 1, cependant, donc un haut profil de risque. Sinon, une autre étude clinique qui s'en vient où on essaie de modifier un peu le système immunitaire, donc pour booster les cellules T régulatrices. Donc, il y avait un protocole qui avait été fait par Stanley Appel au Texas, mais qui impliquait une chambre blanche, là, une leucaphérèse, donc sortir les globules blancs, les entraîner, puis les réinjecter aux patients. Mais là, on pense pouvoir modifier le système immunitaire sans procéder à ça. Donc ça m'enthousiasme. J'espère que ça fonctionnerait. Oliver, aurais-tu des commentaires là-dessus pour M. J'ai manqué la Donovan? question initiale, La c'était... question, c'était s'il y a des études cliniques phase 2 ou 3 qui nous enthousiasment. Pour essayer un peu de parler d'espoir pour les patients, pour M. Donovan. Oui, ben en fait, c'est sûr que est-ce que présentement, ce que j'entrevois, la pilule miracle demain, je dirais que non, mais c'est certain que on sait pas, on peut être surpris par moment. Le seul médicament qui est approuvé initialement depuis 1995
on n'est pas certain exactement comment le riluzole fonctionne à 100%. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas le savoir avant d'essayer. Mais en effet, il y a plusieurs thérapies intéressantes à venir dans les études de phase 2 et phase 3 qui s'en viennent. Les choses peuvent changer, puis il faut garder espoir. C'est certain que c'est difficile pour les patients parce que des fois, le temps, c'est pas en votre faveur. Donc, je comprends le désespoir, mais certainement, il peut toujours avoir une étude pour laquelle vous êtes éligible et peut-être ce sera l'étude qui fera la différence. Si c'est pas une cure, au moins un ralentissement important au niveau de la maladie. Je suis bien excité, évidemment, avec l'étude qu'on va commencer sur le darifénacine qui vient de l'étude des travaux initiaux de Richard Robitaille qui est avec nous aujourd'hui. Donc, mais c'est certain que je peux pas dire qu'une pilule miracle demain, mais on continue à travailler fort pour vous. Christine, Chantal, do you want to add anything on that? On a researcher's perspective? So from a researcher's perspective, I found a slide, this is from 2022, if I can just quickly share it with everybody, just to show you the amount of clinical trials. Do you see my screen? Just the different clinical trials that were going on in 2022. And I think the hope is there are many different approaches that these clinical trials are taking. And I just want to impress upon you that this gives me lots of hope. We're attacking this disease. We are trying to treat this disease from multiple angles. And so for me, and this is 2022, I want to see the 2024 slide of this. But I just thought it was a great visual for all of you to see this. So this gives me hope, and I hope it gives you hope. Merci, Chantal. Christine, Evany? I think that was incredibly beautifully said, and I don't think I could say it better from what Chantal has said. Attacking it by many different angles. That's what we need to do. That's what labs around the world are dedicated to doing. We each have our different approaches, and we all have the same purpose, right? We all have the same goal, which is that we want to make this disease something that is much more manageable and not the situation it currently is. We are all dedicated to that and to finding ways in which we really can change the course of the disease for each and every person who has it. Donc, je vais enchaîner. En même temps, je vais simplement répéter ce que mes collègues Chantal et Christine ont dit. J'ai le même message. Oui, il y a des études en cours. Par exemple, Dr. Matt a mentionné Statmin 2, effectivement. C'est emballant, la stratégie derrière ça, l'approche. Donc, ça, c'est pas une phase 2, mais on suit ça de près. Moi, ce qui me fascine, effectivement, c'est l'ingéniosité auquel on fait face présentement sur les approches. Donc, il y a quelques années, qui aurait dit qu'on allait avoir une approche par probiotique? Qui aurait dit qu'on allait traiter, cibler les petites cellules gliales à la jonction comme traitement possible? Donc, il y a une longue liste comme ça. Et là, c'est l'ingéniosité des chercheurs. Et la SLA est une maladie extrêmement complexe avec une multiples sources qui amènent des problèmes dans les neurones qui contrôlent les muscles. Et si on les approche de différentes façons, on va finir par percer le mur. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est ça pour nous qui est vraiment encourageant présentement. Et certaines de ces études-là, comme nous, ce qu'on va faire avec Dr. Blanchard, Dr. Kanch, c'est une phase 2. Geneviève, votre étude aussi est une phase 2. Donc, et différentes stratégies qui sont mises en place pour l'étude clinique, mais ce sont des phases 2 et c'est novateur, c'est différent. Il faut juste placer notre espoir au bon niveau. Il faut garder espoir, mais ça reste que il faut vraiment faire l'étude pour savoir ce qui se passe. Mais c'est là où on est et c'est ça qui nous emballe. Donc, je résume un peu ce que Dr. Sefton et Van de Velde ont dit. Et l'image que Dr. Sefton montrait, c'était
tout ce qui se passait en 2022 avec les différentes cibles sur les neurones. Et donc, en 2024, ça serait important de refaire la même image et d'enlever ce qui n'a pas marché, mais de rajouter ce qu'on est en train de tester, et il y en aurait beaucoup plus. Donc, pour nous, c'est là qui est l'espoir. On est très conscient que ça ne va pas assez vite et que ça ira jamais assez vite. Mais on travaille très fort pour arriver à tout ça. On est engagé, on étant nous les chercheurs, mais nos étudiants. Et donc ça, ils sont dédiés, engagés pour la cause. Donc ça, il faut vraiment, ça pour moi aussi, c'est une source d'espoir parce que la jeunesse est là, ils sont brillants, ils travaillent fort, il y a de l'innovation. Donc, je mets l'espoir là-dessus aussi. Donc, ça va être ça. Moi, j'aime bien le commentaire sur la musique. Oui, hein? Oui. Oui, effectivement. Il y a une question de Mme G. Donc, diagnostiquer de la SLA motoneuron inférieure, progression lente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Je peux répondre. En fait, c'est certain, c'est du cas par cas, comme Geneviève et moi, il faut qu'on vous voit pour un peu mieux comprendre la situation, mais c'est certain que la maladie, on met tout le monde dans la même catégorie, ce qu'on appelle SLA, mais c'est certain qu'on voit des patients qui sont plus classiques, des patients qui ont plus ce qu'on appelle du motoneurone inférieur seul, et des patients qui ont du motoneurone supérieur seul pendant très longtemps. Et on sait justement l'étude CAPTRAIL-S et les études d'observationnelles, donc qui vous observent pendant un certain temps, les biomarqueurs, c'est ce qu'on essaie de comprendre. Pourquoi est-ce que certains patients vont être plus classiques? Pourquoi certains vont avoir juste un motoneurone inférieur, donc plus d'atrophie et de faiblesse, sans avoir ce qu'on appelle la spasticité. Puis il y en a qui vont juste avoir ce qu'on appelle la raideur ou la spasticité, sans développer beaucoup de motoneurone inférieur. Puis c'est certain que qu'est-ce qu'on sait, c'est que certaines variantes qui sont plus motoneurone juste inférieur ou juste supérieur vont peut-être progresser plus lentement. Alors, la question maintenant, c'est pourquoi. Donc, c'est ce qu'on essaie de répondre à travers les études d'observationnel et biomarqueurs. Et peut-être qu'éventuellement, ces patients-ci vont avoir un nom différent. Ça va être une maladie complètement à part et peut-être ceux qui sont dans l'autre spectrum vont être une maladie. Mais pour l'instant, tout le monde est un peu dans un groupe. Mais le plus qu'on connaît sur la génétique, sur la maladie, le plus qu'on connaît comment la maladie se développe, peut-être qu'on va avoir plusieurs divisions, comme par exemple en sclérose en plaques, il y a plusieurs années, tout le monde était une sclérose en plaques, mais de nos jours, il y a plusieurs anticorps qui ont été découverts qui font que la sclérose en plaques est subdivisée en différentes catégories. C'est ce que les chercheurs, collègues ici ceux spécialisés dans la maladie, on cherche à faire présentement, à savoir, vous, par exemple, allez répondre mieux à tel médicament pour telle raison, tandis que vous, monsieur, allez répondre mieux à ce médicament. Donc, c'est un peu plus décortiqué comme médecine, mais ça, on n'est pas encore rendu là au niveau de la SLA. Et c'est ce qu'on travaille à chaque jour à faire. Merci, Oliver. D'autres là-dessus? Sinon, je vois que le temps file, il est presque déjà 8 heures. Il y a quand même une question de Mme Galland sur la Côte-Nord qui parle de son frère qui est décédé de la SLA, nos sympathies. Des connaissances, un membre de la famille qui est décédé aussi de la SLA, tous dans la même région. Donc, et le commentaire était que la maladie était rare, mais que l'environnement, la région, ont une influence. On revient un peu à ce qu'on discutait tout à l'heure. Est-ce que, donc, comment on aborde ça pour Mme Galland? Oui. Geneviève? Oui, merci. Ben, tout d'abord, juste une condoléance là, pour l'ensemble des pertes que cette maladie-là a causées autour de vous. C'est sûr que la SLA, c'est peut-être pas aussi rare qu'on pense. Le risque accumulé à vie est peut-être plus d'un sur 400 que 1 sur 100 000 l'incidence, là, le nouveau cas par année. Donc,
se peut qu'on connaisse quelques personnes dans notre vie en dehors du travail là, qui soient atteints. C'est sûr qu'on a souvent l'impression qu'il y a des groupes géographiques, puis c'est difficile à vérifier, surtout avec des petits nombres. Puis c'est pas nécessairement bien tangible qu'est-ce qui cause, c'est quoi le facteur environnemental chez chaque personne. Il y a des études, par exemple, le docteur Stephen Gottman au Michigan là, qui a montré par des différentes cartes avec certains polluants, là, des résidus de plastique, que ça semblait coïncider avec les codes postaux où il y avait un peu plus de SLA, mais est-ce que prendre la carte des Dairy Queen, ça aurait donné la même chose? Peut-être, là. Donc, c'est malheureusement pas nécessairement causal, mais oui, c'est une piste qui est étudiée, là. Merci, Geneviève. Je vois pas d'autres questions. Est-ce que j'en aurais manqué? Je n'en vois pas. Pendant qu'on fouille sur les commentaires pour être sûr qu'on n'en a pas manqué, il y a un commentaire de Mme Auger-Morissette qui parle du casse-tête. Donc, on a fait souvent allusion à ce casse-tête de 10 000 morceaux qu'est la SLA. Est-ce que on est en train d'avancer sur le casse-tête? Tout à fait. Vraiment. Et je dirais même qu'on commence à avoir une idée un peu de l'image qui est derrière nous. Mais on n'est pas rendu là, hein. Je pense que l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse stopper la maladie, qu'on puisse empêcher vraiment les gens de mourir de cette terrible maladie-là. On n'y est vraiment pas. Mais c'est sûr que le casse-tête commence à se former. Et il se forme parce qu'on a des chercheurs, des cliniciens qui vont travailler ensemble, un peu comme on parlait tout à l'heure quand on regardait ce qui se passe dans d'autres maladies neurodégénératives. Beaucoup de collaboration, beaucoup d'échanges, des meetings internationaux. En passant, il va y avoir le meeting international de l'Alliance SLA, donc ALS-MND, qui est à Montréal au mois de décembre. Il y a des événements pour le grand public. Je vous invite fortement à porter attention. C'est chez nous, ça se passe à Montréal, donc venez voir. Donc, tout ça fait que, oui, on reconstruit le casse-tête. Donc, oui, on avance. C'est clair qu'on avance. On peut reculer d'un pas, mais on en avance de deux. Donc, on est dans cette lignée-là. Et vraiment, le petit graphique qu'on vous montrait tout à l'heure là, en montagne russe, là, ben, c'est vraiment là-dedans qu'on est. Mais on s'en va vers un objectif. C'est vraiment de vraiment trouver une solution à cette maladie-là. Donc, je prends au bon le petit message du casse-tête parce qu'effectivement, c'est ce qu'on est en train de faire. Je ne vois pas d'autres questions. Moi, mes collègues, si j'en ai manqué, je ne pense pas. Pour j'imagine que date, Mme Auger, pour le congrès, c'est du 6 au 9. En fait, c'est toute une semaine, hein. C'est début décembre. C'est du 3 au 9, je pense. Il y a des activités là, toute la semaine. Il y a une partie plus scientifique, plus clinique, là, pour les chercheurs cliniciens, qui va être plus vers la fin de la semaine, mais il y a des activités pour sont plus accessibles qui sont au début de la semaine, si je ne me trompe pas. Voilà. Et ça, on pourrait le mettre sur le site d'SLA Québec pour que vous ayez accès aux dates exactement. Donc, moi, je ne vois pas d'autres questions. Si c'est le cas, donc, j'en profiterai pour remercier encore une fois chaleureusement mes collègues, Chantal, Christine, Oliver et Geneviève, encore une fois, dans votre générosité, vos explications claires. Un gros merci. Je pense que les messages dans le chat pour tous là. Donc, un gros merci. Je pense que c'est fort apprécié. Je pense que c'est un exercice qui est important pour la communauté. Donc, un gros merci. Et je passe la parole à Odile.
Et en plus, on voit que Chantal a de la relève derrière elle, donc c'est Oui, parfait. en ça. plus. Je vais juste dire un gros merci à toute notre communauté qui sont venus ce soir, les membres de l'équipe qui sont avec nous. J'aimerais remercier MT Pharma pour nous soutenir dans nos sessions de Q&A qui sont tellement importantes. Puis merci à tout notre panel, Dr. Robitaille, Dr. Sepson, Dr. Vandevelde, Dr. Matt, Dr. Blanchard. Puis j'allais conclure parce que je voulais trouver les mots et Madame Lucie, merci beaucoup pour le message que vous avez mis dans le chat. Mais je vais le lire le mieux que possible parce que ça explique tout qu'est-ce qu'on se ressent, toute l'équipe envers la communauté de chercheurs. Un grand merci pour votre disponibilité et pour éclairer nos lanternes. Cela fait tellement de bien de pouvoir poser nos questions dans un contexte respectueux comme celui-ci où toutes les questions sont considérées importantes et pertinentes. Comprendre tout ce que la SLA implique est complexe pour les non-initiés. Lors des rendez-vous, les temps alloués par le neurologue est limité car il y a beaucoup de patients à voir. Alors, nous accorder ce temps de qualité ce soir est précieux. Merci beaucoup de prendre le temps de nous expliquer où on est rendu la science d'une façon aussi claire. C'est vraiment incroyable ce que la communauté de recherche fait pour notre communauté. Vous vous rendez disponible, vous êtes accessible. Je pense que c'est unique envers les autres maladies. Je ne sais pas, vous pouvez nous le dire, mais on est très reconnaissants. Puis nous sommes tous ensemble dans cette bataille, j'aime pas utiliser le mot bataille, mais oui, nous sommes tous des coéquipiers pour cette maladie. Alors, merci. Il y a de l'espoir. C'est le mois de la SLA. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Lisez les infolettes que nous envoyons. On va tous vous envoyer les informations sur le Congrès international et les autres événements que nous avons cet été. C'est le 10e anniversaire du Ice Bucket Challenge. On va, pas essayer de le réinitier, mais on va le commémorer. Alors, on va avoir du plaisir en même temps cet été et continuer à sensibiliser le grand public à la SLA. Alors, merci encore, puis merci à vous tous, puis bonne soirée au nom de toute de l'équipe. Merci tout le monde. Bon été. Prenez soin de vous. Merci tout le monde. Bon été. Merci. Au revoir.